entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bronne-Pivet, protectrice des criminels, une fois de plus. Macron marque-bloc, oxymore infernal. Et puis, Tegner condamné, militant ou juge? Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Françoise Dominger, ma chère Anissé, Philippe Bohen, Pierre Bourdin, Tibère Roltanguy, Princesse Parfaite et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Bronne-Pivet, une fois de plus, un petit rappel. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est opposée à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein. Mais rappelez-vous, ce n'est pas cette jeune députée, Yaël Braun-Pivet, qui avait enterré l'affaire Benalla, et Macron l'avait récompensée dans la foulée en lui offrant le perchoir. Dans le milieu d'ailleurs, Yaël Braun-Pivet, on l'appelle Yaël la fossoyeuse. C'est cette Braun-Pivet qui a tenté d'arrêter la commission Charles Aloncle sur le sévice public. C'est cette Braun-Pivet qui a participé à une barbouzerie contre Charles Aloncle. Je vous renvoie à mes vidéos. C'est cette Braun-Pivet qui a été complice des maquillages des comptes publics en 2024. Yaël la fossoyeuse, elle vous enterre un scandale en 2-3 coups de pelle. Et ça continue. Le gouvernement paraît se diriger vers l'imprescriptibilité des violences, des crimes sexuels sur mineurs. Y êtes-vous favorable? Vous êtes avocate de formation. Je suis avocate de formation et d'exercice. J'ai exercé pendant plusieurs années ce métier. Moi, je suis défavorable à l'imprescriptibilité. Je suis défavorable à l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Rien d'étonnant de la part de ceux qui refusent de lancer une commission d'enquête sur Epstein et ses proches en France. Certes, mais qu'est-ce qui la bloque, la Yaël? Pourquoi être défavorable? De quoi a-t-elle peur? Je ne vois vraiment pas. Défavorable, c'est très très obscur, hein, vous ne trouvez pas? Tenez, je tente une autre hypothèse. Peut-être que Yaël, la fossoyeuse, veut protéger également ses petits copains socialos et verts de la mairie de Paris. Charles consigne à David Béliard, maire escrologiste du 11e arrondissement. D'abord, sur le périscolaire, moi je pense que vous en tirez à bon compte. En réalité, vous devriez tous être mis en examen et il devrait y avoir une vraie enquête pénale là-dessus, parce que manifestement, vous avez complètement manqué à vos obligations, vous étiez tellement obsédé. Et il ajoute... Vous étiez tellement obsédé par vos concerts solidaires, vos œuvres d'art aberrantes et immondes comme celle de la place Vendôme, et par toutes vos lubies idéologiques que l'essentiel, à savoir la protection des enfants qui reste encore à Paris, ça ne vous a pas passionné. Et j'ajouterai que ce sont les mêmes qui veulent un enseignement aux pratiques sexuelles les plus radicales dès le plus jeune âge. Ouverture d'esprit, clame-t-il. J'ai envie de dire ouverture, tout court, comme Monsieur Duss. Vous me comprenez. Et, après le périscolaire, l'affaire Liana. Tout s'écroule. Et l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers. Affaire Liana, la justice malade de son irresponsabilité. J'ai envie d'ajouter, la gauche malade de son irresponsabilité. En effet, comment distinguer la justice du pouvoir macroniste et de la gauche? L'affaire Liana a montré mieux que tous les articles, mes reportages, les entretiens, cette collusion entre la justice et le pouvoir et la gauche, et les dysfonctionnements qui en résultent. Rappelez-vous, les moyens étaient mis pour traquer les paysans en colère, d'honnêtes gens, et c'est ainsi qu'un criminel multirécidiviste a pu se balader pendant de longs mois en toute impunité et commettre l'irréparable sur Liana. Maintenant, pour le pouvoir, il va falloir étouffer l'affaire. La méthode, toujours la même.
Affaire Liana, Laurent Nunez a demandé la mutation d'office de 2 gendarmes en raison d'un manque de discernement avéré. Vous avez compris la méthode, faire payer les lampistes, tandis que les responsables, eux, les Darmanin et les Nunez, pourront dormir tranquilles. Eh oui, ils restent en place. Nunez a été promu ministre de l'Intérieur après son incompétence dans l'attentat contre Samuel Paty. Quelle récompense cette fois-ci? Très bonne question. Je rappelle en effet un point très important. Le phénomène de cours et de promotion que Macron a mis en place. Sont promus les lécheurs de derrière Macronard. Le résultat, les magistrats et les policiers traitent en priorité les dossiers politiques, au détriment des affaires criminelles, c'est-à-dire la protection des Français. C'est un dysfonctionnement immonde. Autre moyen pour étouffer l'affaire. Emmanuel de Villiers. Parle. Au moins Très des annonces de sanctions, puisque autre caractéristique des politiques, c'est l'effet d'annonce. C'est pas l'efficacité, c'est l'effet d'annonce qui, en fait, comme on oublie après que ça tombe. Oui, l'effet d'annonce. C'est la méthode favorite des macronards. Le poudré annonce des milliards, des réformes, et patati et patata, et après vérification, rien. Strictement rien. Ce qui lui permet d'ailleurs, 1 année ou 2 années après, de recommencer le même discours. Sur l'affaire Liana, le rapport est accablant. Et dans ce que j'ai lu, c'est exactement ce que je vous ai dit dans l'entretien d'il y a 10 jours. Et pour mesurer à quel point le système macroniste est pourri, l'affaire Ciotti-Tabarot. Oui, le ministre Tabarot a menacé Éric Ciotti. Donc, comme vous l'avez dit, il l'a d'abord qualifié de nabo, avant de s'en approcher et de lui souffler à l'oreille « je vais te faire disparaître ». Toujours selon le signalement, il aurait ajouté « je vais te faire disparaître et t'envoyer les Géorgiens ». L'affaire date du 16 juin. Nabo, je vais te faire disparaître. C'est ce qu'a lancé hier à Nice le ministre des Transports, Philippe Tabarot, au maire Éric Ciotti, devant témoins, en marge de la visite de Macron et Maudit. L'altercation s'inscrit dans la guerre ouverte entre les deux hommes pour les sénatoriales 2026 dans les Alpes-Maritimes. Une fois de plus, les méthodes mafieuses macronistes à l'œuvre. L'affaire rebondit. Selon le Canard enchaîné, l'affaire Tabarot-Ciotti prend une tournure hallucinante. Après avoir menacé Éric Ciotti de lui envoyer les Géorgiens, le ministre des Transports Philippe Tabarot est rattrapé par les liens de son entourage avec la diaspora géorgienne du Canet. Le palmipède affirme que David Avaliani, homme de confiance du clan Tabarot, serait à la fois collaborateur parlementaire de Michel Tabarot et rémunéré comme chauffeur par la mairie du Canet. Plus étonnant encore, en mars 2025, la mairie aurait racheté pour 82 000 € un restaurant via son droit de préemption commerciale. L'établissement aurait ensuite été remplacé par un restaurant géorgien, dont le patron serait associé au fils d'Avaliani. Je sais, c'est hallucinant, mais c'est la confirmation que la Macronie est une mafia. Alors, si on résume le cas Tabarot, il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt, un dossier très lourd, mais cela n'empêche pas Emmanuel Macron de le nommer ministre. Il menace Éric Ciotti de lui envoyer les Géorgiens, allusion directe à la mafia géorgienne avec laquelle il semble être en contact selon les sources du Canard enchaîné. Et il est toujours ministre. L'impunité des macronards, ça suffit. Dans un monde normal, Éric Tabarot aurait dû démissionner et il devrait être poursuivi par la justice. Ce n'est pas un scoop, la Macronie est un énorme cloaque. Et dans le même temps, Éric Tegner, journaliste, est condamné. Sa colère. Je viens d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec une sursis. C'est une totale dinguerie. Donc en gros... Oui, il vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende sur le fondement de la loi Samuel Paty. Condamné comme journaliste car Mon Média Frontières a publié une grande enquête sur les avocats en droit des étrangers. C'est un immense scandale. Nous étions le 18 juin.
Que pense Régis de Castelnau de cette condamnation? Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny contre Éric Tegner est une décision politique parfaitement scandaleuse, rendue sous la présidence d'un magistrat militant. L'affaire Frontière démontre dans tous ses aspects la double tare de la justice en France, une magistrature politiquement dévoyée et ensuite tous ces courants politiques qui l'instrumentalisent quand ça les arrange et pleurnichent quand cela leur tombe dessus. Le juge qui a condamné Éric Tegner s'appelle Youssef Bader. C'est un militant politique affirmé. Et remarquez une chose, c'est son droit. Nous sommes en démocratie. Il y a quand même un petit hic. Il ne peut pas être juge. On ne peut pas être juge et partie. Lorsqu'on voit la condamnation, en effet, comme Régis de Castelnau, on crie au scandale. L'article qu'a écrit Frontière portait sur les avocats spécialisés en droit des étrangers, droit de l'immigration. Frontière a analysé des milliers de décisions de justice, environ 5500 sur 2 mois, notamment les recours contre les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc le journal accuse certains avocats d'être des militants idéologiques qui feraient du business sur l'immigration via l'aide juridictionnelle, argent public, en multipliant les recours pour bloquer les expulsions. Ces avocats, une dizaine environ, liés à des associations comme Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, le BRAP, etc., y sont nommés avec leur nom, prénom et ville d'exercice. On s'arrête un instant sur un point très important. Ces avocats sont des militants d'extrême gauche qui assument leur militantisme. Et dans un sens, ce que dit Éric Tegner, ce n'est pas un scoop, c'est connu de tout le monde. Donc, jeudi, nous étions le 18 juin, le président du tribunal, Youssef Bader, a souligné combien Éric Tegner ne pouvait ignorer que la publication était susceptible de causer des comportements violents à l'égard des avocats. Loin de se limiter à une présentation neutre, le magazine a usé à maintes reprises, au fil de ce numéro spécial, d'une rhétorique virulente en dressant, a déploré le magistrat, une liste accusatoire et stigmatisante. Est-ce à la justice de faire de la politique? Le délit de doxing, c'est très important, soit la divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque indirect d'atteinte à la personne ou au bien, a été introduit en 2021 à la suite de la mort de Samuel Paty, identifié grâce à son nom et à l'adresse du collège où il enseignait. C'est là où le juge a été un militant, parce qu'il a protégé d'autres militants qui avaient d'ailleurs pignon sur rue. Ce sont des militants, le doxing est bidon. Quant à la loi Samuel Paty, elle était évidemment débile. Le prétexte, c'était de protéger des anonymes sur X. Et non pas des militants professionnels qui ont commis des délits et qui sont accusés par des journalistes de la presse écrite. Si on comprend cette loi Samuel Paty, Tabarot pourrait accuser le Canard enchaîné de doxing. Vous voyez l'absurdité de cette décision et surtout le détournement de la loi. Éric Tegner conteste fermement, parle de délit d'informer, de détournement de la loi Samuel Paty et d'un procès politique. C'est indéniable, car il n'y a eu ni adresse privée, ni numéro de téléphone, ni élément de localisation. La Macronie fait voter des lois pour se protéger ou pour protéger la gauche. Le doxing, c'est tout simplement pour faire taire les critiques de la presse libre. La loi sur le harcèlement, rappelez-vous, c'est pour empêcher de traiter l'affaire Brigitte. Et pendant ce temps-là, certains complices de faits épouvantables sont traités comme des stars. Raphaël Arnaud est acclamé par le public à la fête de la musique de la France insoumise. 3 de ses assistants parlementaires sont soupçonnés par la justice d'être impliqués dans l'affaire Quentin, le meurtre. Son ex-bras droit, Favreau, est le meneur présumé du lynchage mortel. Son autre assistant, Besser, est également meurtrier présumé. Les 9 inculpés en détention provisoire sont membres de la Jeune Garde, mouvement fondé par Raphaël Arnaud. Et ce qu'il y a de sidérant, c'est qu'il est acclamé par la foule au cri « Nous sommes antifascistes ». Plus orwellien que ça, tu meurs. Bon, pour conclure ce dossier sur la justice, la Macronie et la gauche sont des marais puants. Et que fait d'ailleurs Emmanuel Macron?
il vient se débarbouiller, se désodoriser avec du Marc Bloch. C'est au-delà de l'imaginable. Ainsi Marc Bloch entre-t-il au Panthéon, vivant, là, devant nous, et son legs devient nôtre, formulé avec ses propres mots. La France demeurera quoi qu'il arrive. C'est incroyable. Cela soulève le cœur. Je ne voudrais pas donner l'impression de polémiquer alors qu'il s'agit d'honorer Marc Bloch, la France dans ce qu'elle a de meilleur. Mais comme des millions de mes compatriotes, je ne comprends pas comment vous pouvez prononcer de tels discours et en même temps abandonner jour après jour, avec méthode et application, tous les attributs de notre souveraineté au profit d'une Union européenne qui est en train de sortir de l'histoire. Honnêtement, ça me dépasse. Cynisme, inconscience. Bah, cela s'appelle de la com macronarde. Macron aime se frotter aux héros, en espérant voler un peu de leur auréole. C'est minable, c'est Macron. Panthéonisation de Marc Bloch. Macron appelle à combattre inlassablement l'esprit de défaite, ce poison lent de notre vie publique. L'homme qui ne croit pas en la France, qui ne croit qu'en l'Union européenne, ose dire combattre l'esprit de défaite. Que ce morveux manipulateur disparaisse à jamais. Faire de la récupération politique du résistant Marc Bloch alors que l'on soutient ZZ, il fallait oser. Il n'y avait qu'Emmanuel Macron pour le faire. Allez, rendons hommage à Marc Bloch. Marc Bloch avait fait les deux guerres et s'était porté volontaire en 1939 à 53 ans. Un patriote et un résistant. C'est un historien de très grand talent. Je vous renvoie notamment à la fondation de l'École des Annales. Il a écrit un livre, L'étrange défaite, le récit du désastre de 1940. Il a été résistant, fusillé en 1944, et il a écrit ceci. La France demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Si les Français pouvaient être inspirés par ces paroles, par cet esprit de résistance, ils chasseraient à coup sûr, à grands coups de pied dans le derrière, tous les macronards européistes. Sans transition, encore que résistance à la doxa. Le dossier, les canicules s'emballent. Attention, contrepétrie de très très mauvais goût. J'ai publié sur les réseaux sociaux ces 2 tweets et aïe aïe aïe, j'ai pris une volée de bois vert. Et de qui? De la secte de Serge Zaka. Mais qu'est-ce qui a tant déplu? Je pense que je n'ai pas prononcé 15 fois le mot réchauffement climatique. Alors, voyons voir. La méthode, j'ai posé la question, d'où vient cet air chaud? Un puissant anticyclone, zone de haute pression, bloque et piège une masse d'air très chaud, venu d'Afrique, souvent du Sahara et du Maghreb, sur la France en ce moment. C'est la configuration classique en été. L'anticyclone agit bien comme un barrage qui bloque et concentre l'air chaud africain de l'ouest sur l'Europe, France, Espagne, Portugal, etc. Et au lieu de le laisser se propager facilement vers l'est et la Grèce. Températures en Grèce sont en dessous en ce moment des normales de saison. Tous ces éléments sont factuels et sont donnés qui plus est par Météo France. Après, j'ai voulu savoir pourquoi cet air chaud est bloqué sur la France et l'Europe. Et la réponse qui m'a été donnée, pour l'été 2026, beaucoup de modèles prévoient que c'est El Niño qui rendra l'été globalement plus chaud et sec en Europe occidentale et centrale, avec un risque accru de vagues de chaleur prolongées. Alors là, mon Dieu, la secte Zaka a hurlé au fake, c'est faux. Mais ma source, c'est l'OMM. Oui, l'OMM, l'Organisation mondiale de météorologie. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a annoncé un été 2026, juin-août, globalement plus chaud que la moyenne, avec des risques accrus de sécheresse dans de nombreuses régions. C'est le retour d'El Niño. L'OMM estime à 80% la probabilité qu'un épisode El Niño se développe entre juin et août 2026, avec une probabilité qui monte à 90% d'ici novembre.
Il pourrait être modéré à fort. Les températures seront au-dessus de la normale presque partout sur Terre et océan. Probabilité très élevée en Europe, Amérique du Nord, Afrique du Nord, Asie, etc. Pour les précipitations, zone plus sèche, Inde, Australie, Amérique du Sud, du Nord, Corne de l'Afrique et d'autres plus humides, Pacifique central, Sud de l'Afrique. La chaleur, quasi universelle, très forte probabilité, au-dessus des normales. Sécheresse, probable dans plusieurs régions, moindre mousson en Inde, 5 en Australie, nord de l'Amérique du Sud, etc. Les prévisions sont plus fiables grâce au modèle multimodèle de l'OMM. Nino favorise un anticyclone plus fréquent sur l'Europe, bloquant les perturbations atlantiques. Donc plus de soleil, de chaleur et moins de pluie. La secte de Zaka qui me casse les pieds. Cliquez sur l'OMM au lieu de hurler vos certitudes de fin du monde. Pour faire simple, ne mélangeons pas météo et réchauffement climatique. Il se trouve que j'ai étudié les variations climatiques en histoire sous la tutelle de Leroy Ladurie. Donc, faisons le point sur ce que l'on sait. L'effet de serre. Sans effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait d'environ moins 18 degrés au lieu des 15 degrés actuels. C'est donc grâce à lui que la vie est possible sur Terre. Le réchauffement climatique mondial est actuellement autour de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, moyenne de 1850-1900, selon les données les plus récentes en 2026. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Le mini-âge glaciaire. Ceux qui ont contesté les éléments catastrophiques du GIEC sont par exemple Richard Linzel. C'est un professeur émérite de météorologie au MIT, expert en physique atmosphérique. Il critique les modèles climatiques, les rétroactions positives et estime que la sensibilité au CO2 est plus faible que celle affirmée par le GIEC. Et il a eu gain de cause. La prévision alarmiste de 4,4 degrés en 2100 est revue à la baisse, abandonnée, et aujourd'hui on parle plutôt de 2,5 degrés en 2100. C'est très intéressant ce dossier du réchauffement climatique parce que je retrouve les mêmes dingueries que pour le Covid. Lorsqu'on écoute donc les astrologistes, tout est du réchauffement climatique et de toute façon c'est la faute des Français, c'est la faute de Mamie Janine qui possède un vieux diesel, les ZFE, et c'est la faute des climatisations. Si les astrologistes pensent vraiment ça, il ferait mieux d'aller consulter un psychiatre. Car la France a une énergie décarbonée et ne pèse donc rien dans la production de CO2 dans le monde. S'il y avait des coupables, ce serait plutôt l'Allemagne, la Chine, les USA et tous ceux qui ont une production de CO2 énorme. Donc, culpabiliser les Français, c'est essentiellement politique. Mais certains pourraient me dire, oui, mais on crève de chaud. Mais où on crève de chaud? Là, je suis dans une pièce où il fait 23 degrés et pourtant dehors, on va annoncer 39. C'est vrai, c'est une vieille demeure. Allez, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça. Arrêtez de surjouer la surprise à la TV avec votre carte météo à 40 degrés. Même si le climat global se réchauffe, la vraie raison pour laquelle on étouffe autant dans nos communes, c'est qu'on a tellement bétonné partout que le sol garde la chaleur. Le coupable? L'urbanisme à outrance. Béton, macadam, fin des haies, moins de jardins et arbres dans les villes et villages, place aux maisons, immeubles, routes et trottoirs. Voilà pourquoi le sol surchauffe en été. C'est la réalité du terrain qu'on oublie volontairement de nous dire à la télé. C'est tellement mieux de faire peur aux gens pour rien, alors que chaque année, c'est pareil. Car enfin, s'il y a réchauffement climatique, les politiques, comme les citoyens, doivent s'adapter. Mais que font ces politiques? Rien ou pas grand-chose. Pire, ils sont toxiques. Rappelez-vous, Macron a voulu démanteler nos centrales nucléaires. Et pour le reste, leur message, crevez car vous êtes coupables. L'inversion accusatoire classique. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Le CHU de Nantes, en construction, est attendu pour 2028. Ne possédera pas la climatisation dans les chambres. Si le plan est de faire mourir de chaleur les malades en été, le CHU de Nantes sera remarquablement efficace. Un peu brutal, mais efficace. La démonstration, les services d'urgence en surchauffe. Les appels au SAMU ont augmenté de 30% ces derniers jours et les urgences commencent à déborder. Nous avons pu tourner à l'hôpital de Saclay qui enregistre une hausse de 50% de sa fréquentation.
Les écolos tuent les vieux en refusant la climatisation. Et on voit de suite les mesures politiques qui seraient nécessaires pour nos compatriotes. Un grand plan climatisation qui concernerait les hôpitaux, les EHPAD et les salles d'examen. Les vacances scolaires du 15 juin au 17 août, comme dans les autres pays chauds, comme dans beaucoup de pays chauds. Que fait le gouvernement? Eh bien, il s'agite, il brasse de l'air, mais ça ne suffit pas pour nous rafraîchir. Oui, de la com, encore de la com avec ce genre de décision. Canicule, des drones pour lutter contre les baignades sauvages. Ou celle-ci, comment boire de l'eau? Guide officiel du ministre de la Santé. Je n'arrive plus à distinguer les blagues du réel. Est-ce une blague ou une vraie communication gouvernementale? À votre avis? Bon, c'est un fake, mais on y a cru. Cela veut tout dire. Résumé de la situation avec Gérald Kierzek. L'été, c'est la canicule. L'hiver, la grippe. Entre les virus, deux constantes. Un système de santé à bout, en sous-capacité et sous-investissement, comme l'école, la police, la justice. Et une inaction surprise des politiques qui font de la com au lieu d'avoir une vision. Autre point très important, les records de chaleur sont battus généralement en ville. Un exemple, ce matin, c'était 18 degrés dans mon patelin contre 23 degrés à Dijon Centre. Pourquoi un tel écart? Allez, on va essayer de comprendre avec Chris Leveilleur. Voilà, donc on est à Paris, proche du parc Montsouris, dans le 14e. On va faire des relevés de température, vous allez halluciner, regardez. 62 degrés, virgule 9. Ok, on avance, on va rentrer dans le parc. Un petit peu. Et ainsi, il déambule dans Paris pour arriver le matin à 24 degrés sous les arbres du parc Montsouris. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, Chris Leveilleur. Et oui, si on plante des arbres, on ne peut plus culpabiliser les Français et les taxer au nom de cette culpabilité. Ne jamais oublier que l'escrologie a besoin de vous, culpabiliser, pour justifier leurs taxes. La question que je me suis posée, de plus de 60 degrés sur une avenue à 24 degrés quelques mètres plus loin dans un parc. Est-ce crédible? Vous connaissez tous cette image, sans les arbres, avec les arbres. Les températures ont donc sacrément baissé. J'ai demandé donc à des experts et la réponse est tombée. Oui, entre le bitume et l'asphalte en plein soleil, souvent 50 à 65 degrés jusqu'à 80 degrés en période de canicule. L'asphalte fond, c'est un phénomène que connaissent bien les pays tropicaux. Sous un arbre ou sur une pelouse ombragée, 20 à 30 degrés de moins, parfois jusqu'à 43 degrés d'écart sur toiture végétalisée contre des toitures qui sont nues. Et voilà, il faut de l'ombre, des arbres, des parcs. En Provence, au siècle dernier, il y avait des platanes le long des routes. Oui, il faut renouer avec cette beauté et cette sagesse. Que font les escrologistes et les macronards? Ces panneaux solaires qui rasent la forêt. Encore minoritaire, l'installation de panneaux photovoltaïques sur des forêts n'en demeure pas moins problématique. D'un point de vue écologique, Reporter a identifié 82 projets et 3400 hectares de forêts menacées. Les escrolos nous culpabilisent mais militent pour installer ces fermes solaires qui rasent nos forêts. Le meilleur moyen pour lutter contre le réchauffement, les arbres. Cherchez l'erreur. Voilà, comme d'habitude, le pouvoir ne fait rien et s'agite. Ils sont aux ordres de la grosse commission. Les escrologistes, leur garde avancée, vous culpabilisent avec la fameuse Mamie Janine et sa Clio diesel. Il y a des mesures simples qui pourraient nous préserver de la chaleur. Elles ne seront jamais mises en action. C'est pas leur objectif. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Avec forte chaleur, restez au frais près du sol. Déplacez-vous à quatre pattes, maximum 30 cm du sol. L'air frais, plus lourd, reste près du sol. C'est une plaisanterie, mais je crois qu'on a l'essentiel de la politique macronarde. Ils ont interdit l'alcool sous canicule. Vérifiez votre département si vous avez droit ou pas à l'apéro. Autrefois, on n'avait pas trop ces problèmes avec
la chaleur. De 1987 à 1997, tous les étés, le service public a diffusé une émission estivale de divertissement intitulée 40 degrés à l'ombre. Et personne n'était choqué du titre. Mais aujourd'hui, la chaleur rend idiot. Science et prospective, cerveau, le réchauffement climatique va-t-il nous rendre idiots? Un article dans Les Échos. Si c'était vrai, les habitants des pays chauds, ceux qui se trouvent entre le sud de l'Espagne et le sud de l'Afrique, le monde arabo-musulman, mais aussi l'Asie, seraient abrutis à cause de la chaleur où ils vivent depuis des millénaires. Ce journal se rend-il compte de ce qu'il écrit? Cela s'appelle une Gilbert de Rais. Vous vous rappelez Gilbert de Rais qui expliquait que le Covid provoquait des Alzheimer chez les plus jeunes. Allez, tremblez les gueux. Mais en période de canicule, n'oubliez pas les bons conseils d'Olivier Véran. Durant les prochains jours de canicule, n'oubliez pas de boire pour protéger les autres de la déshydratation. Tous hydratés, tous protégés. Je préfère celle-là, 40 degrés à l'ombre. Le Gorafi, s'y met. Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses du 100 mètres. Bien vu. L'IO et la justice. Je n'attends rien d'un ministre de la Justice qui sort son zizi quand des femmes sont là pour demander des logements sociaux. Et pan, ça, c'est envoyé. Un peu comme sur Dany. Montpellier, conférence annulée de Daniel Cohn-Bendit. Une pétition a réuni 7000 personnes contre cet affreux personnage. Oui, pas de monstre dans notre ville. Eh bien, on va inaugurer la page Trouduc. Astéroïde Atal, ciel et espace. Comment peut-il s'écraser sur la France en 2027? Bien vu. Le Gorafi toujours. Louis Sarkozy offre à son père un bracelet électronique en nouille. Oh là là, c'est énorme. Et là encore, dans notre rubrique Troduc, bien évidemment, Bruno Le Maire, le dilaté. Présidentiel 2027, Bruno Le Maire dira en octobre s'il est candidat. Aïe aïe aïe, ça va se faire mal cette élection présidentielle. Édouard Philippe, Gabriel Attal et maintenant Bruno Le Maire. Pour les Français, gare à vos renforcements bruns. Allez, on va se quitter avec une belle image de Paris. Mais que s'est-il passé? Demain, je préparerai une émission sur l'international. Allez, à bientôt, au revoir.